Histoire Manabojo, le fauteur de troubles. Il n'y a jamais eu au monde un individu plus espiègle que ce fameux géant Manabojo. Il était partout, à temps et à contre-temps, courant partout et mettant la main dans tout ce qui se passait. Pour continuer son jeu, il pouvait prendre presque toutes les formes qui lui plaisaient. Il pourrait être très insensé ou très sage, très faible ou très fort, très pauvre ou très riche, selon ce qui convenait le mieux à son humeur. Quoi que quelqu'un d'autre puisse faire, il le tenterait sans réfléchir un instant. Il était à la hauteur de tous les hommes qu'il rencontrait, et rares étaient les manites capables de prendre le dessus sur lui. Tour à tour, il était très gentil ou très cruel, un animal ou un oiseau, un homme ou un esprit. Et pourtant, malgré tous ses dons, Manabojo se retrouvait toujours impliqué dans toutes sortes d'ennuis. Et plus d'une fois, au cours de ses aventures mouvementées, ce grand fauteur de mal fut poussé jusqu'au bout pour s'en sortir. Pour commencer, Manabojo, encore jeune, vivait avec sa grand-mère, à l'orée d'une vaste prairie. C'est dans cette prairie qu'il aperçut pour la première fois des animaux et des oiseaux de toute espèce. C'est là aussi qu'il fit la première connaissance du tonnerre et des éclairs. Il restait assis à l'heure, observant les nuages pendant qu'ils roulaient et réfléchissant aux nuances de lumière et d'obscurité à mesure que le jour se levait et tombait. Pour un adolescent, Manabojo était inhabituellement éveillé. Chaque nouveau spectacle qu'il voyait dans les cieux était un sujet de remarque. Chaque nouvel animal ou oiseau, un objet d'un profond intérêt. Et chaque bruit qui sortait du sein de la nature était comme une nouvelle leçon qu'il était censé apprendre. Il tremblait souvent devant ce qu'il entendait et voyait. Sa grand-mère l'envoya très tôt observer la scène de la grande prairie. Le premier bruit qu'il entendit fut celui du hibou, dont il fut très terrifié, et, descendant rapidement de l'arbre sur lequel il avait grimpé, il courut avec effroi vers la hutte. Noko. Noko. Grand-mère. Il pleure. J'ai entendu un monedo. Elle rit de ses craintes et lui demanda quel genre de bruit faisait sa révérence. Il répondit. Ça fait un bruit comme celui-ci. Kao kao kao. Sa grand-mère lui disait qu'il était jeune et idiot. Que ce qu'il entendait n'était qu'un oiseau qui tirait son nom du bruit particulier qu'il faisait. Il retourna dans la prairie et continua sa surveillance. Tandis qu'il regardait les nuages, il pensa en lui-même, « C'est singulier que je sois si simple et ma grand-mère si sage, et que je n'ai ni père ni mère. Je n'ai jamais entendu un mot d'eux. Je dois demander et découvrir. » Il rentra chez lui et s'assit, silencieux et abattu. Constatant que cela n'attirait pas l'attention de sa grand-mère, il commença une lamentation bruyante, qu'il augmenta de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'elle ébranle la loge et rende presque assourdie la vieille grand-mère. Elle dit enfin, « Manabojo, qu'as-tu? Tu fais beaucoup de bruit. » Manabojo repartit avec son brouhaha lugubre. Mais il réussit à dire entre ses gros sanglots, « Je n'ai ni père ni mère, je n'en ai pas. » Et il repartit en se lamentant plus bruyamment que jamais. Sachant qu'il était d'un caractère méchant et vengeur, sa grand-mère redoutait de lui raconter l'histoire de sa filiation. Car elle savait qu'il créerait des ennuis. Manabojo renouvela ses cris et parvint à pousser pour la 3e ou 4e fois sa lamentation douloureuse d'être un pauvre malheureux, qui n'avait ni parents. Elle lui dit enfin, « Oui, tu as un père et 3 frères vivants. Ta mère est morte. Elle a été prise pour épouse par ton père, l'Occident, sans le consentement de ses parents. Tes frères sont le Nord, l'Est et le Sud. Et étant plus âgés que toi, ton père leur a donné une grande puissance avec les vents, selon leur nom.
Tu es le plus jeune de ses enfants. Je t'ai allaité dès ton enfance. Pour ta mère, à cause de la mauvais traitements infligés à votre père, est mort en vous donnant naissance. Je n'ai aucune relation à côté de vous de ce côté de la planète où je suis né, et d'où j'ai été précipité par la jalousie féminine. Votre mère était mon unique enfant, et vous êtes mon seul espoir. Je suis heureux que mon père soit en vie, a déclaré Manabojo. Je partirai demain matin pour lui rendre visite. Sa grand-mère l'aurait découragé, disant que c'était une longue distance jusqu'à l'endroit où vivait son père, Ningabion, ou l'ouest. Cette information parut plutôt plaire que déconcerter Manabojo. Car à cette époque, il avait atteint une telle taille et une telle force qu'il avait été obligé de quitter l'étroit abri de la loge de sa grand-mère et de vivre dehors. Il était si grand que, s'il l'avait voulu, il aurait pu, en se levant, briser la tête des oiseaux qui se perchaient dans les branches les plus hautes des arbres les plus hauts, sans avoir la peine de grimper. Et s'il s'était un jour pris d'affection pour un de ces arbres comme Can, il n'aurait eu rien d'autre à faire que de l'arracher avec son pouce et son doigt, et d'en arracher les feuilles et les brindilles avec le doigt. Paume de sa main. Faisant ses adieux à sa vénérable vieille grand-mère, qui faisait une très longue grimace à son départ, Manabojo partit à grands pas, car il était capable de passer d'un côté à l'autre d'une prairie d'un seul pas. Il trouva son père sur une haute montagne, loin à l'ouest. Son père aperçut son approche de très loin et dévala le flanc de la montagne sur plusieurs kilomètres pour lui souhaiter la bienvenue. Côte à côte, apparemment ravis l'un de l'autre, ils atteignirent en 2 ou 3 pas de géant le pavillon de l'ouest, qui se dressait très haut, près des nuages. Ils passèrent quelques jours à causer entre eux, car ces 2 grands personnages ne faisaient rien de petit, et une journée entière pour prononcer une seule phrase, telle était l'immensité de leur discours, était une affaire tout à fait ordinaire. Un soir, Manabojo demanda à son père de quoi il avait le plus peur sur terre. Il a répondu, « Rien. Mais n'y a-t-il rien que tu redoutes, ici? Rien qui te ferait mal si tu en prenais trop? Viens. Dis-le-moi. » Manabojo était très urgent. Enfin, son père dit, « Oui. Il y a une pierre noire à trouver à quelques centaines de kilomètres d'ici, par là, en montrant du doigt tout en parlant. C'est la seule chose terrestre dont j'ai peur, car si elle me frappait sur une partie quelconque de mon corps, cela me ferait très mal. » L'Occident a fait connaître à Manabojo cette circonstance importante dans la plus stricte confidentialité. Maintenant, tu ne diras à personne, Manabojo, que la pierre noire est un mauvais médicament pour ton père, n'est-ce pas? Il ajouta, tu es un bon fils, et je sais que tu le garderas pour toi. Maintenant, dis-moi, mon garçon chéri, n'y a-t-il pas quelque chose que tu n'aimes pas? Manabojo répondit promptement, rien. Son père, qui était d'un caractère très posé et persévérant, lui posa 17 fois la même question, et à chaque fois Manabojo fit la même réponse, rien. Mais l'Occident a insisté, il doit y avoir quelque chose dont vous avez peur. Eh bien, je vais vous dire, dit Manabojo, ce que c'est. Il fit un effort pour parler, mais cela lui parut trop difficile. Finissons en, dit Ningabion, ou l'Occident, en portant à Manabojo un tel coup dans le dos qu'il secoua la montagne avec son écho. Je hais, ça l'est, dit Manabojo, apparemment très souffrant. Ouais, je ne peux pas le nommer, je tremble tellement. L'Occident lui a dit de bannir ses peurs et de s'exprimer. Personne ne lui ferait de mal.
Manabojo recommença, et il aurait vécu la même angoisse imaginaire si son père, dont il savait que la force était plus que de taille avec la sienne, n'avait menacé de le jeter dans une rivière à environ 8 kilomètres de là. Enfin il s'écria, « Père, puisque tu le sais, c'est la racine du jonc. » Lui qui pouvait avec une parfaite aisance tourner une phrase pendant une journée entière, semblait épuisé par l'effort de prononcer ce seul mot, « jonc ». Quelque temps après, Manabojo observa, « Je vais récupérer un peu de roche noire, simplement pour voir à quoi elle ressemble. » « Eh bien, dit le père, je vais aussi prendre un peu de racine de sirpe, pour savoir quel goût elle a. » Ils faisaient tous deux un double jeu l'un avec l'autre et se préparaient dans leur cœur à un travail désespéré. À peine s'étaient-ils séparés pour la soirée que Manabojo parcourait à grandes enjambées les quelques centaines de milles nécessaires pour l'amener à l'endroit où l'on devait se procurer de la roche noire, tandis que Ningabion se précipitait de l'autre côté de la montagne. Au point du jour, ils apparurent chacun au grand niveau du sommet de la montagne, Manabojo avec 20 charges au moins de pierres noires, d'un côté, et de l'autre à l'ouest, avec toute une prairie de joncs dans son bras. Manabojo fut le premier à frapper, lançant un gros morceau de roche noire, qui frappa l'Occident directement entre les yeux, qui lui rendit l'appareil avec un coup de jonc, qui résonna sur les épaules de Manabojo, au loin, comme le fouet. String de l'éclair parmi les nuages. Et maintenant l'un ou l'autre se ressaisit, et Manabojo déversa une tempête de roches noires, tandis que Ningabion déversait une pluie de joncs. Coup après coup, ils se sont battus corps à corps jusqu'à ce que les roches noires et les joncs aient disparu. Alors ils se mirent à se lancer des rochers, à se cogner contre de grands chênes, et à se défier d'un sommet à l'autre. Tandis que parfois ils se jetaient d'énormes blocs de granit sur la tête, comme s'ils n'avaient été que de simples pierres. La bataille, commencée sur les montagnes, s'était étendue très à l'ouest. L'Occident a été contraint de céder du terrain. Manabojo continua, le conduisit à travers des rivières et des montagnes, des crêtes et des lacs, jusqu'à ce qu'il l'amène enfin au bord du monde. Prise. S'écria l'Occident. Mon fils, tu connais mon pouvoir, et même si j'avoue que je suis maintenant assez essoufflé, il est impossible de me tuer. Arrête-toi où tu es, et je te partagerai aussi avec autant de pouvoir que tes frères. Les 4/4 du globe sont déjà occupés, mais vous pouvez aller faire beaucoup de bien aux habitants de la terre, qui est assaillie de serpents, de bêtes et de monstres qui font de grands ravages dans la vie humaine. Et si tu déploies la moitié de la force que tu as aujourd'hui, tu acquerras un nom qui durera pour toujours. Quand tu auras fini ton travail, je te ferai prévoir une place. Tu iras alors t'asseoir avec ton frère Kabinoka. Dans le nord. Manabojo a donné la main à son père sur cet accord. Et se séparant de lui, il retourna dans son propre domaine, où il resta quelque temps blessé par ses blessures. Ceci étant cependant grandement apaisé, et peu après guéri par les compétences de sa grand-mère en médecine, Manabojo, toujours aussi grand et robuste, était mûr pour de nouvelles aventures. Il songea immédiatement à une excursion de guerre contre Pearl Feather, un méchant vieux Manito, vivant de l'autre côté du Grand Lac, qui avait tué son grand-père. Il commença ses préparatifs en fabriquant d'énormes arcs et des flèches innombrables. Mais il n'avait pas de tête pour ces flèches. Enfin Noko lui dit qu'un vieillard, qui habitait à une certaine distance, pourrait lui fournir ce dont il avait besoin. Il l'a envoyée en chercher. Elle revint bientôt avec son emballage plein.
Manabojo lui a dit qu'il n'en avait pas assez et l'a renvoyée. Elle est revenue avec autant d'autres. Il pensa. Je dois trouver le moyen de faire ses têtes. Au lieu de demander directement comment cela se faisait, il préféra, tout comme Manabojo, tromper sa grand-mère pour qu'elle obtienne la connaissance qu'il désirait, par une ruse. Noko, dit-il, pendant que je prends mon tambour et mon hochet et que je chante mes chants de guerre, va essayer de me procurer des têtes plus grosses, car celles-ci que tu m'as apportées sont toutes de la même taille. Va et voyez si le vieux ne veut pas en faire un peu plus grand. Il la suivit de loin, ayant laissé son tambour à la loge, avec un grand oiseau attaché au sommet, dont le battement devait soutenir le battement du tambour, comme s'il restait chez lui. Il vit le vieil ouvrier occupé et apprit comment il préparait les têtes. Il aperçut aussi la fille du vieillard, qui était très belle. Et Manabojo découvrit alors pour la première fois qu'il avait un cœur qui lui était propre, et le soupir qu'il poussa traversa la loge du fabricant de flèches comme un coup de vent. Comme ça souffle, dit le vieil homme. Cela doit venir du sud, dit la fille. Car c'est très parfumé. Manabojo s'éclipsa et, en 2 enjambées, il fut chez lui, criant ses chansons comme s'il n'avait jamais quitté la loge. Il avait juste le temps de libérer l'oiseau qui battait le tambour, lorsque sa grand-mère entra et lui apporta les grosses pointes de flèches. Le soir, la grand-mère dit: « Mon fils, tu devrais jeûner avant de partir à la guerre, comme le font tes frères, pour savoir si tu réussiras ou non. » Il a dit qu'il n'avait aucune objection. Et après avoir entreposé en privé, dans un endroit ombragé de la forêt, 2 ou 3 douzaines d'ours juteux, un élan et 20 chapelets des oiseaux les plus tendres, il se retirait de la hutte jusqu'à se trouver entièrement hors de la vue de sa grand-mère. Tombait et s'amusait de bon cœur, et à la tombée de la nuit, après avoir expédié une douzaine d'oiseaux et un demi-ours environ, il revenait, chancelant et désespéré, comme s'il était tout à fait affamé, de manière à toucher profondément les sympathies de sa sage vieille grande âme. Le lieu de son jeûne avait été choisi par la Noko, et elle lui avait dit qu'il devait être si loin qu'il ne pouvait pas entendre le son de sa voix, sinon ce serait un malheur. Au bout d'un moment, Manabojo, qui épiait toujours les méfaits, se dit: « Il faut que je découvre pourquoi ma grand-mère tient tant à ce que je jeûne à cet endroit. » Le lendemain, il ne parcourut qu'une courte distance. Elle s'écria: « Un peu plus loin. » Mais il s'approcha de la loge, le coquin qu'il était, et cria d'une voix basse et contrefaite, pour faire croire qu'il s'éloignait au lieu d'approcher. Il était maintenant si près qu'il pouvait voir tout ce qui se passait dans la loge. Il n'était pas longtemps en embuscade lorsqu'un vieux magicien s'est introduit dans la loge. Ce vieux magicien avait des cheveux très longs qui pendaient sur ses épaules et dans son dos, comme un buisson ou un tapis. Ils commencèrent à parler de lui et, ce faisant, ils rapprochèrent leurs 2 vieilles têtes si près l'une de l'autre que Manabojo fut convaincu qu'ils s'embrassaient. Il s'indignait qu'on prenne une telle liberté avec sa vénérable grand-mère, et pour marquer son sentiment d'outrage, il toucha les cheveux touffus du vieux magicien avec un charbon ardent sur lequel il avait soufflé. Le vieux magicien n'eut pas le temps d'embrasser plus d'une fois la vieille grand-mère qu'il sentit la flamme. Et sautant dans les airs, la flamme ne fit que s'enflammer encore plus violemment, et il courut, flamboyant comme une boule de feu, à travers la prairie. Manabojo, qui s'était entre-temps enfui jusqu'à son lieu de jeûne, s'écria d'un ton navré et comme sur le point de mourir de faim: « Noko. « Est-il temps pour moi de rentrer à la maison ?» « Oui. »
cria-t-elle. Et quand il est entré, elle lui a demandé: As-tu vu quelque chose? Rien, répondit-il avec un air de candeur enfantine, ressemblant autant qu'il pouvait à un gros niais. La grand-mère le regarda très attentivement et ne dit rien de plus. Manabojo a terminé son jeûne, au cours de laquelle il envoya sournoisement 20 ours gras, 6 douzaines d'oiseaux et 2 beaux élans. Chanta son chant de guerre et s'embarqua dans son canot, parfaitement préparé pour la guerre. Outre les armes de combat, il avait emmagasiné une importante réserve de pétrole. Il voyageait rapidement nuit et jour, car il n'avait qu'à vouloir ou à parler, et le canot partait. Enfin, il arriva en vue des serpents ardents. Il s'arrêta pour les regarder. Il remarqua qu'ils étaient à une certaine distance l'un de l'autre, et que les flammes qu'ils crachaient constamment franchissaient le col. Il leur salua le bonjour et commença à causer avec eux d'une manière très amicale. Mais ils répondirent: Nous te connaissons, Manabojo. Tu ne peux pas passer. Il ne fallait cependant pas le décourager si facilement. Tournant sa pirogue comme s'il s'apprêtait à repartir, il s'écria soudain d'une voix forte et terrifiée: Qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Les serpents, déstabilisés, tournèrent instantanément la tête, et en un instant il glissa devant eux. Eh bien, dit-il doucement, après avoir fini, comment aimez-vous mon mouvement? Il prit alors son arc et ses flèches, et avec une visée délibérée, il abattit chacun d'eux, facilement, car les serpents étaient fixés au même endroit et ne pouvaient même pas se retourner. Ils étaient d'une longueur énorme et d'une couleur vive. Ayant ainsi échappé aux serpents sentinelles, Manabojo poursuivit son chemin dans son canot jusqu'à ce qu'il parvienne à une partie du lac appelée Pitchwater, car tout ce qui le touchait était sûr de rester fermement. Mais Manabojo était préparé avec son huile, et frottant librement son canot d'un bout à l'autre, il s'y glissa facilement, et il fut la première personne qui ait jamais réussi à traverser les eaux de Pitch. Il n'y a rien de mieux qu'un peu d'huile pour traverser l'eau de pois, se dit Manabojo. Maintenant, en vue de la terre, il pouvait voir la hutte du Shining Manito, au sommet d'une colline lointaine. Mettant en ordre ses gourdins et ses flèches, dès l'aube du jour, Manabojo commença son attaque, criant et criant, frappant son tambour et criant à 3 voix: Entourez-le! Entourez-le! Courez! Courez! Donnant l'impression qu'il avait de nombreux adeptes. Il s'avança en criant: C'est toi qui as tué mon grand-père, et décocha toute une forêt de flèches. La plume de perle apparut sur les hauteurs, flamboyante comme le soleil, et rendit les décharges de Manabojo par une tempête d'éclairs qui claquaient comme la grêle. Toute la journée, le combat dura, et Manabojo avait tiré toutes ses flèches sauf 3, sans effet. Car le Shining Manito était vêtu de pur wampum. Ce n'est que par d'immenses bonds à droite et à gauche que Manabojo put sauver sa tête des coups violents qui tombaient autour de lui de toutes parts, comme des pins, des mains du Manito. Il a été gravement meurtri et à bout de nerfs lorsqu'un gros pic est passé et s'est posé sur un arbre. C'était un oiseau qu'il avait connu dans la prairie, près de la hutte de sa grand-mère. Manabojo, cria le pic, ton ennemi a un point faible. Tire sur la mèche de cheveux au sommet de sa tête. Il tira sa première flèche et ne fit couler que quelques gouttes de sang. Le Manito fit quelques pas incertains, mais se reprit. Il commença à parlementer, mais Manabojo, maintenant qu'il avait découvert un moyen de l'atteindre, n'était pas d'humeur à plaisanter, et il laissa échapper une autre flèche qui mit le Shining Manito à genoux. Et maintenant, ayant le sommet de sa tête à bonne portée,
Manabojo envoya sa troisième flèche, qui posa le Manito sur le sol, complètement mort. Manabojo poussa un immense cri de guerre, frappa son tambour, prit le cuir chevelu du Manito comme trophée, et appelant le pic à venir recevoir une récompense pour l'indice opportun qu'il lui avait donné, il frotta le sang du Shining Manito sur la tête du pic, dont les plumes sont encore rouges aujourd'hui. Plein de sa victoire, Manabojo rentra chez lui, battant furieusement son tambour de guerre et criant à haute voix ses chants de triomphe. Sa grand-mère était sur le rivage, prête à l'accueillir avec la danse de guerre, qu'elle exécutait avec une habileté merveilleuse pour un homme si avancé en âge. Le cœur de Manabojo se gonfla en lui. Il était en feu et un désir invincible de nouvelles aventures s'emparait de lui. Il avait détruit la puissante plume de perles, tué ses serpents et échappé à toutes ses ruses et à ses charmes. Il avait remporté un grand combat terrestre. Son prochain trophée devrait être celui de l'eau. Il essaya ses prouesses de pêcheur, et avec un tel succès qu'il captura un poisson si monstrueux en taille et si riche en graisse qu'avec l'huile Manabojo put former un petit lac. À cela, étant généreusement disposé et ayant un dessein astucieux à répondre, il invita tous les oiseaux et les bêtes de sa connaissance. Et il fit de l'ordre dans lequel ils participèrent au banquet la mesure de leur graisse pour tous les temps à venir. Dès leur arrivée, il leur dit de plonger et de se servir eux-mêmes. Le premier à apparaître fut l'ours, qui but une gorgée longue et régulière. Puis vinrent le cerf, l'opossum et d'autres membres de la famille réputés pour leur confort. Les élans et les bisons étaient flasques dans leurs tasses, et la perdrix, toujours maigre en chair, regardait jusqu'à ce que les réserves soient presque épuisées. Il n'en restait pas une goutte lorsque le lièvre et l'hirondelle apparurent au bord du lac, et ils sont, par conséquent, les plus minces de toutes les créatures. Cette cérémonie terminée, Manabojo suggéra à ses amis, aux oiseaux et aux animaux rassemblés, que l'occasion était propice pour un peu de réjouissance. Et, prenant son tambour, il s'écria, chanson nouvelle du midi, venez, frères, dansez. Il leur ordonna, pour rendre le jeu plus joyeux, de fermer les yeux et de tourner en rond autour de lui. Il bat de nouveau son tambour et s'écrie, chanson nouvelle du sud, venez, frères, dansez. Ils arrivèrent tous et commencèrent leur ronde. Chaque fois que Manabojo, debout dans le cercle, voyait passer près de lui un gros poulet qui lui plaisait, il lui tordait adroitement le cou et le glissait dans sa ceinture, tout en battant son tambour et en chantant à plein poumon, pour étouffer le bruit des battements, et criant d'un ton d'admiration. C'est comme ça, mes frères, c'est comme ça. Finalement, un petit canard, de la famille des plongeurs, pensant que quelque chose n'allait pas, ouvrit un œil et vit ce que faisait Manabojo. Faire un bond et crier « Ah ! Manabojo nous tue !» Il s'est dirigé vers l'eau. Manabojo, tout à fait contrarié que l'animal ait joué le rôle d'espion dans sa maison, le suivit et, au moment où le canard plongeur entrait dans l'eau, lui donna un coup de pied, raison pour laquelle les plumes de la queue du plongeur sont rares. Son dos aplati et ses jambes tendues, de sorte que lorsqu'il arrive à terre, il fait mauvaise figure en marchant. Pendant ce temps, les autres oiseaux, n'ayant aucune ambition d'être enfilés dans la ceinture de Manabojo, s'envolèrent, et les animaux s'enfuirent dans les bois. Manabojo, s'étendant à l'ombre au bord de la prairie, réfléchit à ce qu'il devait faire ensuite. Il a conclu qu'il voyagerait et verrait de nouveaux pays. Et une fois décidé,
En moins de 3 jours, telle était la longueur de ses membres et l'immensité de sa foulée, il avait parcouru tout le continent, examiné chaque loge du chemin, et avec une telle finesse d'observation, qu'il pouvait informer sa bonne vieille grand-mère de ce que chaque famille mangeait pour un dîner à une heure donnée. Pour soulager ses grandes actions, Manabodjo était disposé à varier ses expériences en consacrant un peu de temps au jeu des bois. Il avait entendu parler de grands exploits en matière de chasse et il avait envie de tester son pouvoir de cette manière. En plus de cela, c'était une légère considération qu'il ait dévoré tout le gibier à la portée de la loge. Et ainsi, un soir, alors qu'il se promenait au bord du grand lac, fatigué et affamé, il rencontra un grand magicien sous la forme d'un vieux loup, avec 6 jeunes, venant vers lui. Le loup ne l'aperçut pas plutôt qu'il dit à ses petits, qui étaient près de lui, de se tenir à l'écart de Manabodjo. Car je sais, dit-il, que c'est cet espiègle que nous voyons là-bas. Les jeunes loups étaient en train de s'enfuir, lorsque Manabodjo s'écria, « Mes petits enfants, où allez-vous? Arrêtez et je vous accompagnerai. Je voudrais avoir une petite causerie avec votre excellent père. » En disant cela, il s'avança et salua le vieux loup, se montrant ravi de le voir si bien portant. « Où vas-tu? » il a demandé. « Nous cherchons un bon terrain de chasse pour passer l'hiver, » répondit le vieux loup. « Qu'est-ce qui t'amène? Je te cherchais, dit Manabodjo. Car j'ai une passion pour la chasse, frère. J'ai toujours admiré ta famille. Es-tu prêt à me changer en loup? » Le loup lui donna une réponse favorable, et il fut aussitôt transformé en loup. « Eh bien, cela suffira, dit Manabodjo. Puis regardant sa queue, il ajouta. « Oh! Pourriez-vous m'obliger en rendant ma queue un peu plus longue et plus touffue? » « Certainement, dit le vieux loup. Et il donna à Manabodjo une queue si longue et si écartée qu'elle passait constamment entre ses jambes, et elle était si lourde qu'il lui fallait tout ce qu'il pouvait faire pour trouver la force de la porter. Mais l'ayant demandé, il avait honte de dire un mot. Et ils partirent tous en compagnie, remontant un ravin. Après avoir parcouru une certaine distance dans les bois, ils tombèrent sur des traces d'orignaux. Les jeunes se précipitèrent à leur poursuite, le vieux loup et Manabodjo les suivant à leur guise. « Eh bien, dit le vieux loup en guise d'ouverture du discours, à votre avis, qui est le plus rapide des garçons? Pouvez-vous le dire au saut qu'ils font? Eh bien, répondit-il, celui qui fait des sauts si longs, c'est bien sûr le plus rapide. Ah! Ah! Tu te trompes, dit le vieux loup. Il fait un bon départ, mais il sera le premier à se fatiguer. Celui-ci, qui semble être en retard, sera celui qui tuera la partie. À ce moment-là, ils étaient arrivés à l'endroit où les garçons s'étaient lancés à leur poursuite. L'un d'eux avait laissé tomber ce qui semblait être un petit sac de médicaments qu'il portait pour l'usage du groupe de chasse. « Prends ça, Manabodjo, dit le vieux loup. « Et ça, répondit-il. Que vais-je faire avec une peau de chien sale? » Le vieux loup s'en chargea. C'était une belle robe. « Oh! Je vais le porter maintenant, s'écria Manabodjo. « Oh non! » dit le vieux loup qui avait exercé ses pouvoirs magiques. « C'est une robe de perles. Venez. » Et le vieux loup s'enfuit à toute vitesse. « Pas si vite, cria Manabodjo après lui. Puis il ajouta en haletant après. « Oh! Cette queue. » Arrivés à un endroit où l'orignal s'était couché, ils virent que les jeunes loups avaient pris un nouveau départ après leur proie. « Eh bien, dit le vieux loup, cet élan est pauvre. Je le sais par les traces, car je peux toujours dire s'ils sont gros ou non. » Un peu plus loin, un des jeunes loups, en se précipitant sur l'orignal,
avait cassé une dent sur un arbre. Manabojo, dit le vieux loup, un de tes petits-enfants a tiré sur le gibier. Prends sa flèche, la voilà. Non, répondit Manabojo. Que vais-je faire avec une dent de chien sale? Le vieux loup l'a pris et voici. C'était une belle flèche d'argent. Lorsqu'ils les rejoignirent enfin, ils découvrirent que les jeunes avaient tué un élan très gros. Manabojo avait très faim, mais à ce moment-là, le vieux loup exerça de nouveau ses pouvoirs magiques, et Manabojo ne vit rien d'autre que les os ramassés tout à fait propres. Il pensa en lui-même, c'est exactement ce à quoi je m'attendais, des gars sales et avides. S'il n'y avait pas eu cette bûche dans mon dos, j'aurais été à temps pour en avoir une bouchée, et il maudit la queue touffue qu'il portait. Jusqu'au fond de son cœur. Cependant, il s'assit sans dire un mot. Enfin, le vieux loup s'adressa à l'un des jeunes et lui dit, « Donne de la viande à ton grand-père. » L'un d'eux obéit et s'approchant de Manabojo, il lui présenta l'autre extrémité de sa propre queue touffue, joliment assaisonnée de fraises ramassées au cours de la chasse. Manabojo s'est levé d'un bond et a crié, « Espèce de chien, maintenant que ton estomac est plein, tu penses que je vais te manger pour aller dîner ?» Disant que Manabojo, dans sa colère, s'en alla tout seul. « Reviens, mon frère, cria le loup. Tu perds les yeux. » Manabojo se retourna. « Vous commettez une injustice envers les enfants. Regardez-là. » Et voici, un tas de viande fraîche et vermeille gisait sur place, déjà préparée. Manabojo, à la vue de tant de bonnes dispositions, eut un visage souriant. Stupéfaction. Il a dit. Comme la viande est fine. Oui, répondit le vieux loup, il en est toujours ainsi chez nous. Nous connaissons notre travail et obtenons toujours le meilleur. Ce n'est pas une longue queue qui fait le chasseur. Manabojo se mordit la lèvre. Ils installèrent désormais leur quartier d'hiver. Les jeunes partaient à la recherche du gibier et en rapportèrent bientôt une grande quantité. Un jour, pendant l'absence des jeunes chasseurs, le vieux loup s'amusait à casser de gros os d'orignal. Manabojo, dit-il, couvre ta tête avec la robe, et ne me regarde pas pendant que je m'occupe de ces os, car un morceau pourrait voler dans tes yeux. Il fit ce qu'on lui demandait. Mais regardant à travers une déchirure dans la robe, il vit ce que faisait l'autre. Juste à ce moment-là, un morceau s'envola et le frappa à l'œil. Il s'écria, « Taillot, pourquoi me frappes-tu, vieux chien ?» Le loup répondit, « Vous deviez me regarder. »« Non. Non, rétorqua Manabojo. Pourquoi devrais-je vouloir te regarder ?» Manabojo, dit le vieux loup, tu as dû chercher sinon tu n'aurais pas été blessé. Non. Non. Répondit-il à nouveau. Je ne l'étais pas. Je rembourserai ce méfait au loup impertinent, pensa-t-il. Alors le lendemain, prenant un os pour en récupérer la moelle, il dit au loup, frère, couvre-toi la tête et ne me regarde pas, car j'ai bien peur qu'un morceau ne vole dans tes yeux. Le loup l'a fait, et Manabojo, prenant le gros os de la patte de l'élan, regardant d'abord si le loup était bien couvert, lui frappa un coup de toutes ses forces. Le loup bondit, cria et tomba prosterné sous les effets du coup. Pourquoi, dit-il, lorsqu'il reprit un peu ses esprits et put se redresser, pourquoi me frappez-vous ainsi? Vous frappe? Dit Manabojo avec une surprise bien feinte. Non. Vous deviez me regarder. Non, répondit le loup. Je dis que non. Mais Manabojo insista, et comme le vieux loup n'était pas un grand maître des arguments délicats, il fut obligé d'y renoncer. Peu de temps après,
le vieux loup suggéra à Manabojo de sortir et de tenter sa chance en chassant seul. Lorsqu'il voulut s'y mettre, il était tout à fait expert, et cette fois il réussit à tuer un bel et gros élan, qu'il crut prendre sournoisement et dévorer seul, après s'être préparé à raconter au vieux loup une jolie histoire sur ce sujet. Son retour, pour expliquer son échec à apporter quoi que ce soit avec lui. Il avait très faim et il s'assit pour manger. Mais comme il ne pouvait jamais se mettre au travail d'une manière directe, il tomba immédiatement dans de grands doutes quant au bon moment par où commencer. Eh bien, dit-il, je ne sais pas par où commencer. Par la tête, non. Les gens riront et diront, il l'a mangé à l'envers. Il s'éloigna. Non, dit-il, on dira que je l'ai mangé de côté. Il s'est ensuite dirigé vers l'arrière-main. Non. Cela ne suffira pas non plus. Ils diront que je l'ai mangé en avant. Je commencerai ici. Je dirai ce qu'ils voudront. Il prit un morceau délicat dans le bas du dos, et était sur le point de le porter à sa bouche, lorsqu'un arbre tout près fit un craquement. Il semblait contrarié par ce bruit. Il porta le morceau à sa bouche une seconde fois, lorsque l'arbre craqua de nouveau. Eh bien, s'exclama-t-il, je ne peux pas manger quand j'entends un tel bruit. Arrête, arrête, dit-il à l'arbre. Il le reposa en s'écriant, je ne peux pas manger avec un tel bruit. Et s'éloignant, il grimpa sur l'arbre et tirait sur la branche qu'il avait offensée, lorsque sa patte avant fut coincée entre les branches, de sorte qu'il ne put se dégager. Tandis qu'il se tenait ainsi, il vit une meute de loups s'avancer à travers le bois en direction de sa viande. Il soupçonnait qu'il s'agissait du vieux loup et de ses petits, mais la nuit tombait et il ne parvenait pas à les distinguer. Allez dans l'autre sens. Allez dans l'autre sens. Il a crié. Que viendrais-tu chercher ici? Les loups s'arrêtèrent un moment et parlèrent entre eux et dirent, Manabojo doit avoir quelque chose là-bas, sinon il ne nous dirait pas d'aller par un autre chemin. Je commence à le connaître, dit un vieux loup, et toutes ses ruses. Allons de l'avant et voyons. Ils sont arrivés, et trouvant l'orignal, ils s'en débarrassèrent bientôt. Manabojo les regarda avec mélancolie manger jusqu'à ce qu'ils soient pleinement satisfaits, lorsqu'ils s'en allèrent de bonne humeur. Un violent souffle de vent ouvrit les branches et relâcha Manabojo, qui constata que les loups n'avaient laissé que les os. Il rentra chez lui, où, lorsqu'il raconta sa mésaventure, le vieux loup, le prenant par la patte de devant, lui présenta de profondes condoléances pour sa malchance. Une larme lui vint même aux yeux lorsqu'il ajouta, « Mon frère, cela devrait nous apprendre à ne pas nous mêler des questions de cérémonie quand nous avons de la bonne viande à manger. » L'hiver étant alors presque terminé, par une belle matinée du début du printemps, le vieux loup s'adressa à Manabojo, « Mon frère, je suis obligé de te quitter, et bien que j'ai parfois été joyeux à tes dépens, je montrerai que je me soucie de votre confort. Je laisserai un des garçons derrière moi pour être votre chasseur et vous tenir compagnie pendant les longs après-midi d'été. » Le vieux loup partit au galop avec ses 5 petits. Et alors qu'il disparaissait de la vue, Manabojo fut désenchanté en un instant et reprit sa forme mortelle. Bien qu'il ait été parfois contrarié et imposé, il avait, dans l'ensemble, passé un hiver agréable avec le vieux loup rusé, et maintenant qu'il était parti, Manabojo était abattu et découragé. Mais à mesure que les jours s'éclairaient, il retrouva peu à peu son air de joyeuse confiance et était prêt à s'essayer à toute nouvelle aventure qui pourrait lui venir à l'esprit. Le vieil esprit de malice était toujours vivant en lui. Le jeune loup qui lui restait était un bon chasseur et ne manquait jamais de bien approvisionner la hutte en viande. Un jour,
Manabojo lui dit. Mon petit-fils, j'ai fait un rêve cette nuit et cela ne présage rien de bon. Il s'agit du grand lac qui se trouve dans cette direction. Il faut faire attention à toujours le traverser, que ce soit la glace semble solide ou non. Ne la contournez jamais, car il y a des ennemis sur l'autre rive qui vous guettent. La glace est toujours en sécurité. Or, Manabojo savait bien que la glace s'amincissait chaque jour sous le chaud soleil, mais il ne pouvait s'empêcher de jouer un tour au jeune loup. Le soir, lorsqu'il arriva au lac, après une longue journée de voyage à la recherche de gibier, le jeune loup, se confiant à son grand-père, dit « Ouh! La glace a l'air mince, mais Necho dit qu'elle est solide. » Et il trottait dans la plaine vitreuse. Il n'était pas encore à mi-chemin lorsque la glace se brisa et, avec un cri lugubre, le jeune loup tomba à l'eau et fut immédiatement saisi par les serpents d'eau, qui savaient que c'était le petit-fils de Manabojo et avaient soif de se venger de lui pour le crime. Mort de leur relation dans la guerre contre Pearl Feather. Manabojo entendit le cri du jeune loup alors qu'il était assis dans sa loge. Il savait ce qui s'était passé. Et, à partir de ce moment, il fut privé de la plus grande partie de son pouvoir magique. Il retourna, à peine plus qu'un simple mortel, à son ancienne demeure, d'où sa grand-mère était partie on ne savait où. Il épousa la fille du tireur de flèches et devint père de plusieurs enfants et très pauvre. Il était à peine en mesure de se procurer les moyens de vivre. Sa loge était installée dans une région reculée du pays, où il ne pouvait trouver aucun gibier. C'était l'hiver et il n'avait pas le confort commun de la vie. Il dit un jour à sa femme, « Je vais aller me promener et voir si je ne trouve pas des loges. » Après avoir marché quelque temps, il aperçut au loin une hutte. Les enfants jouaient à la porte. Lorsqu'ils l'ont vu approcher, ils ont couru et ont dit à leurs parents que Manabojo arrivait. C'était la résidence du grand Pic à tête rouge. Il s'est présenté à la porte et a demandé à Manabojo d'entrer. Cette invitation fut rapidement acceptée. Au bout d'un moment, le Pic, qui était magicien, dit à sa femme, « N'as-tu rien à donner à Manabojo? Il doit avoir faim. » Elle a répondu, « Non. Il ne devrait pas partir sans son souper, » dit le Pic. « Je vais voir ce que je peux faire. » Au centre de la loge se dressait un grand mélèze laricin. Là-dessus, le Pic s'envola et commença à monter, tournant la tête de chaque côté de l'arbre, et de temps en temps enfonçant son bec. Finalement, il arracha quelque chose de l'arbre et le jeta. Quand voici, un beau et gros raton laveur gisait sur le sol. Il en sortit 6 ou 7 autres. Il descendit alors et dit à sa femme de les préparer. « Manabojo, dit-il, c'est la seule chose que nous mangeons. Que pouvons-nous vous donner d'autre? » C'est très bien, répondit Manabojo. Ils fumaient la pipe et conversaient entre eux. Après avoir mangé, Manabojo se prépara à rentrer chez lui. Quand le Pic dit à sa femme, « Donnez-lui les autres ratons laveurs à ramener à la maison pour ses enfants. » En quittant la loge, Manabojo laissa volontairement tomber une de ses mitaines, qui fut bientôt après observée à terre. « Courez, dit le Pic à son fils aîné, et donnez-le lui. Mais faites attention à ne pas le lui remettre dans la main. Jetez-le lui, car on ne le connaît pas, tant il agit curieusement. » Le garçon fit ce qu'on lui demandait. « Grand-père, dit-il à Manabojo en s'approchant de lui, tu as laissé une de tes mitaines. La voici. » Oui, dit-il en feignant d'ignorer la circonstance, il en est ainsi. Mais ne le jetez pas, vous le salirez sur la neige. Mais le garçon le lança et était sur le point de revenir, lorsque Manabojo s'écria, « Baka.
Baka. Arrête. Arrête. C'est tout ce que tu manges? Tu ne manges rien d'autre avec ton raton laveur? Dis-moi. Oui. C'est tout, répondit le jeune pic. Nous n'avons rien d'autre. Dites à votre père, continua Manabojo, de venir me rendre visite et qu'il apporte un sac. Je lui donnerai ce qu'il mangera avec sa viande de raton laveur. Lorsque le jeune revint et rapporta ce message à son père, le vieux pic leva le nez à l'invitation. Je me demande, dit-il, ce qu'il croit avoir, le pauvre garçon. Il dut cependant répondre à l'offre d'hospitalité, et il partit en conséquence, emportant un sac de cèdre, rendre visite à Manabojo. Manabojo a reçu le vieux pic à tête rouge en grande cérémonie. Il s'était tenu à la porte en attendant son arrivée, et dès qu'il fut en vue, Manabojo commença, alors qu'il était encore loin, s'inclinant et ouvrant grand les bras, en signe de bienvenue. Tout cela, le pic retourna en bonne forme, en baissant son bec et en sautillant à droite et à gauche sur le sol, étendant ses ailes sur toute leur longueur et les ramenant vers sa poitrine. Lorsque le pic arriva enfin à la hutte, Manabojo fit diverses remarques sur le temps, l'aspect du pays et surtout sur la rareté du gibier. Mais nous, ajouta-t-il, nous en avons toujours assez. Entrez et vous ne repartirez pas affamés, mon noble oiseau. Manabojo s'était toujours targué de pouvoir donner autant de biens qu'il avait reçus. Et pour être à la hauteur du pic, il avait déplacé sa hutte de manière à enfermer un grand mélèze sec. Que puis-je vous donner? Dit-il au pic. Mais comme nous mangeons, tu mangeras aussi. Sur ce, il sauta en avant et, sautant sur le mélèze laricin, il tenta de l'escalader comme il avait vu le pic faire dans sa propre hutte. Il tournait la tête d'un côté, puis de l'autre, à la manière de l'oiseau, tout en s'efforçant de monter, et aussi souvent de glisser vers le bas. De temps en temps, il frappait l'arbre avec son nez, comme s'il s'agissait d'un bec, et reculait, mais il n'en retirait aucun raton laveur. Et il frappa si souvent son nez contre le tronc qu'à la fin le sang commença à couler, et il tomba insensé sur le sol. Le pic s'élança avec son tambour et son hochet pour le restaurer, et en les frappant violemment il réussit à le ramener à lui. Dès qu'il reprit ses esprits, Manabojo commença à rejeter la responsabilité de son échec sur sa femme, disant à son invité, « Nemesho, c'est votre relation féminine, elle est la cause de mon échec. A fait de moi un homme sans valeur. Avant de la prendre, je pouvais aussi avoir des ratons laveurs. » Le pic ne dit rien, mais en volant sur l'arbre, il en sortit plusieurs beaux ratons laveurs. Ici, dit-il, c'est comme ça qu'on fait. Et il le laissa avec dédain, portant son bec haut en l'air et enjambant le rebord de la porte comme s'il n'était pas digne d'être touché par ses orteils. Après cette visite, Manabojo était un jour assis dans la loge, la tête baissée. Il entendit le vent siffler autour d'elle et crut qu'en écoutant attentivement, il entendrait la voix de quelqu'un qui lui parlait. Il semblait lui dire, « Grand chef, pourquoi es-tu triste? Ne suis-je pas ton ami? Ton esprit gardien ?» Manabojo prit aussitôt son hochet et, sans se lever du sol où il était assis, se mit à chanter le chant qui se termine à chaque fin par le refrain de « Wallel-Aw ». Après s'être longuement attardé sur ce chant particulier, qu'il avait l'habitude de chanter dans tous ses moments de détresse, il posa son hochet et résolut de jeûner. Dans ce but, il se rendit dans une grotte qui faisait face au soleil couchant et alluma un tout petit feu près duquel il se coucha,
disant d'abord à sa femme que ni elle ni les enfants ne devaient s'approcher de lui avant qu'il n'ait fini son jeûne. Au bout de 7 jours, il revint à la loge, pâle et maigre, ressemblant lui-même à un esprit et comme s'il avait vu des esprits. Entre-temps, sa femme avait creusé dans la neige et récupéré quelques racines appelées truffes. Elle les faisait bouillir et les plaçait devant lui, et c'était toute la nourriture qu'ils avaient ou semblaient susceptibles d'obtenir. Lorsqu'il eut fini son léger repas, Manabodjo se posta devant la porte pour voir ce qui allait se passer. Alors qu'il se tenait ainsi, tenant à la main son grand arc, avec un carquois bien rempli de flèches, un cerf glissait le long de l'extrémité de la prairie, mais il était à des kilomètres de là, et aucun trait que Manabodjo pourrait tirer ne pourrait le faire. Touche ça. Bientôt, un cri retentit dans les airs, et levant les yeux, il aperçut un grand vol d'oiseaux, mais ils étaient si hauts dans le ciel qu'il aurait perdu ses flèches dans une vaine tentative parmi les nuages. Il restait toujours vigilant et confiant qu'un coup de chance allait se produire, lorsque 2 chasseurs s'approchèrent du pavillon, qui portaient entre eux, sur leurs épaules, sur des perches, un ours, et c'était un ours si beau et si gros qu'il c'était tout ce que les 2 chasseurs pouvaient faire de toute leur force pour le porter. Alors qu'ils arrivaient à la porte du pavillon, un des chasseurs demanda si Manabodjo habitait dans les environs. Il est ici, répondit Manabodjo. J'ai souvent entendu parler de toi, dit le premier chasseur, et j'étais curieux de te voir. Mais tu as perdu ton pouvoir magique. Savez-vous s'il en reste? Manabodjo a répondu qu'il était lui-même dans le flou à ce sujet. Supposons que vous fassiez un essai, dit le chasseur. Que dois-je faire? Demanda Manabodjo. Voilà mon ami, dit le chasseur en désignant son compagnon, à qui appartient avec moi cet ours que nous rapportons à la maison. Supposons que vous voyiez si vous pouvez le changer en un morceau de roche. Très bien, dit Manabodjo. Et à peine avait-il parlé que l'autre chasseur se transformait en rocher. Maintenant, change-le à nouveau, dit le premier chasseur. Cela, je ne peux pas le faire, répondit Manabodjo. Là s'arrête mon pouvoir. Le chasseur regarda le rocher avec un visage abasourdi. Que dois-je faire? Il a demandé. Cet ours, je ne pourrai jamais le porter seul, et il a été convenu entre mon ami là-bas et moi-même que nous ne le partagerions pas avant d'être arrivés à la maison. Ne peux-tu pas reconvertir mon ami? Manabodjo? Je voudrais vous obliger, répondit Manabodjo, mais cela est totalement hors de mon pouvoir. Sur ce, regardant de nouveau le rocher avec un visage triste et ahuri, puis jetant un regard triste à l'ours qui gisait près de la porte du pavillon, le chasseur prit congé, déplorant amèrement dans son cœur la perte de son ami et son ours. Il était à peine hors de vue que Manabodjo envoya les enfants chercher des bâtons de saule rouge. Il en coupa autant de morceaux d'égale longueur qu'il lui fallait pour inviter ses amis parmi les bêtes et les oiseaux à un festin. Un bâton rouge a été envoyé à chacun, sans oublier le pic et sa famille. Quand ils arrivèrent, ils furent étonnés de voir une telle abondance de viande préparée pour eux dans une période de disette. Manabodjo comprit leur regard et était fier d'avoir l'occasion de faire une telle démonstration. Akewazi, dit-il au plus âgé du groupe, il fait très froid et la neige dure longtemps. Nous ne pouvons plus tuer que de petits écureuils, et ils sont tous noirs. Et je vous ai fait appeler. Aide-moi à en manger quelques-uns. Le pic fut le premier à goûter une bouchée de la viande de l'ours, mais à peine eut-il commencé à la goûter qu'elle se transforma en poudre sèche et le fit tousser. Cela semblait aussi amer que de la cendre. L'orignal fut affecté de la même manière,
et cela provoqua une toux si sèche qu'elle secoua tous les os de son corps. Un à un, chacun rejoignit à son tour la compagnie des tousseurs, sauf Manabojo et sa famille, pour qui la viande de l'ours se révéla très savoureuse. Mais les visiteurs avaient un sens trop élevé de la bienséance et des bonnes manières pour dire quoi que ce soit. La viande paraissait très fine, et étant bien pris et fortement tentés par son aspect prometteur, ils pensèrent qu'ils en goûteraient davantage. Plus ils mangeaient, plus ils toussaient vite, et plus le vacarme devenait fort, jusqu'à ce que Manabojo, exerçant le don magique qu'il découvrait conservé, les transforma tous en écureuils. Et jusqu'à ce jour, l'écureuil souffre de la même toux sèche provoquée par la tentative de manger de la viande d'ours cendrée de Manabojo. Et toujours après cette transformation, lorsque Manabojo manquait de provisions pour sa famille, il chassait l'écureuil, dont la provision ne lui manquait jamais, de sorte qu'il était toujours sûr d'avoir un certain nombre de ses amis présents, sous cette forme, au banquet. Le rocher dans lequel il transforma le chasseur, et devint ainsi possédé de l'ours, et posa ainsi les bases de sa bonne fortune, resta toujours près de la porte de sa loge, et il fut appelé le sac à gibier de Manabojo, le méfait. Fabricant. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.